Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire, justement, donc Point Marché, avec la financière de l'échiquier, toujours en compagnie de Pierre Puy-Bassé, qui est le porte-parole de la gestion de la société, justement, donc la LFDE. Bonjour Pierre. Bonjour Imen, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur ce qui est en train de devenir un rendez-vous maintenant régulier. Un plaisir grandement partagé. Donc on va tout de suite partager la présentation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est je vous ai mis à gauche un tableau où on a les derniers chiffres estimés par Goldman Sachs de la croissance globale, enfin de la croissance sur différentes zones géographiques. Je pense qu'elle est particulièrement importante et c'est particulièrement important de le regarder puisque vous voyez aujourd'hui que sur 2025, la colonne 2025, vous avez le consensus IGS, c'est l'estimation de Goldman Sachs, mais le consensus maintenant est calé sur une croissance américaine autour de 1,4. Je rappelle qu'au début de l'année, les estimations étaient généralement pour des croissances supérieures à 2%, donc on voit bien déjà que le marché a pris en compte en partie, en fait, les conséquences de ce qui se passe. On en avait parlé le mois dernier, même si, je dirais, sur la question tarifaire et sur la question des droits de douane, effectivement, on y reviendra, l'administration Trump a donné un délai supplémentaire, comme vous le savez, de 90 jours, même s'il y a des négociations qui sont en cours sur lesquelles on n'a pas une très forte visibilité. Je dirais, mais tout ça a eu un impact, en fait, bien sûr, sur les attentes de croissance. Attente de croissance mondiale aussi, vous voyez en bas, qui est de l'ordre de 2,2%, donc inférieur à ce que l'on avait précédemment, puisqu'on attendait une croissance mondiale de 2,5%. Si on se concentre un peu sur la zone euro, donc sur 25, on serait à 0,8. Alors, ce qui est très intéressant à regarder, c'est la ligne allemande, Germany. Vous voyez que la croissance attendue est de l'ordre de 0% en 2025, mais elle progresse fortement en 2026 avec une croissance attendue qui est supérieure à 1%, de 1,1 à 1,3%. Et ça, c'est les effets effectivement de le nouveau gouvernement allemand, de ce plan important qui a été mis en place par ce nouveau gouvernement. C'est quelque chose d'important à retenir parce que finalement, l'Allemagne est la plus grosse économie de la zone euro et bien sûr, tout ça dynamise la zone euro. À droite, vous avez un indicateur qui s'appelle un indice de surprise économique. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé sur cette notion. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une façon assez synthétique, comme beaucoup de graphiques d'ailleurs, de regarder comment évoluent aujourd'hui les statistiques qui sortent par rapport aux attentes. En deux mots, quand l'indice est au-dessus du point zéro et dans une dynamique positive, ça veut dire que finalement, les statistiques qui sortent sont supérieures aux attentes, les statistiques macroéconomiques et inversement. Vous voyez, la ligne bleu foncé, c'est la ligne de la zone euro. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, ça peut surprendre, mais effectivement, sur la zone euro particulièrement, la situation est meilleure finalement que ce qu'attendent les principaux prévisionnistes, alors qu'au contraire, aux États-Unis, elle est marginalement inférieure, c'est-à-dire qu'on a plutôt des déceptions aux États-Unis, alors qu'on a plutôt, ce qu'on pourrait dire, des bonnes nouvelles aux États-Unis. Alors, je vous me posais déjà des questions sur le secteur de la défense en Europe versus US, la stagflation en Europe, récession aux USA. Je vais y revenir sur, je pense, très rapidement, récession aux USA. Alors, pas tout à fait, on parle d'un ralentissement et d'une baisse de l'estimation de croissance aux États-Unis. Certaines personnes parlent de récession aussi. Vous voyez, je vous ai repris un indicateur qui est calculé par un organisme qui s'appelle Polymarket. C'est le risque. Alors, ils appellent ça chance en américain, mais en fait, c'est le risque donc d'une récession en 2025 aux États-Unis. On voit bien que la stat a fortement progressé, puisqu'aujourd'hui, on est autour de 62%. Début d'année, et d'ailleurs, on comprend ce qui se passe sur les marchés, la statistique était plutôt autour de 20%. Donc, effectivement, certains investisseurs, certains prévisionnistes s'inquiètent d'un risque récessionniste aux États-Unis. Ce n'est pas notre scénario central, je dois dire. On pense qu'il y a un ralentissement de la croissance. C'est les chiffres que je vous ai montrés. Donc, on parle d'une croissance qui est plus de l'ordre de 1,5%. On ne parle pas de récession. Ceci étant dit, tout ça peut effectivement générer des trimestres négatifs. On en a vu un d'ailleurs sur les États-Unis, sur la croissance américaine, mais sur l'ensemble de l'année, en fait, on pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, j'y reviendrai, entre autres le consommateur, etc. Même si, en fait, le risque de récession, il est très lié aujourd'hui aussi à l'attitude des entreprises américaines qui, face à l'incertitude importante qui est créée par
ce nouveau gouvernement Trump, probablement sont plutôt prudentes et ralentissent ou remettent à demain un certain nombre de leurs investissements. Stagflation en Europe, ce n'est pas notre scénario central, même si on est sur des niveaux d'inflation, bien sûr, qui sont en réduction, et c'est une bonne nouvelle parce que ça permet à la BCE finalement d'avoir une politique très décoordonnée. Je reviens sur la slide précédente, oui, sur les Sur la consommateurs, parce consommation? que ça va me permettre de parler un peu plus de façon détaillée. C'est vrai qu'aux États-Unis, bon, on parle de risque de récession, on voit bien que les indices de confiance du consommateur sont sous pression, c'est le graphique à droite, vous voyez, c'est un indice c'est un indicateur qui est sur la situation future, donc on voit bien que les consommateurs sont quand même assez prudents. On voit bien que les consommateurs prévoient aux États-Unis une remontée de l'inflation. C'est les tableaux en bas à droite. Je suis désolé, c'est vrai qu'ils sont assez petits sur l'écran, mais enfin, vous voyez que ça remonte, donc ça veut dire que les attentes d'inflation sont en train de remonter aux États-Unis. Et puis, c'est vrai que le consommateur américain, il est très tracassé, pardon, par le marché de l'emploi. C'est ce qu'indique le tableau en haut à droite. Vous voyez, c'est les attentes de fewer jobs, de moins de propositions d'offres d'emploi dans les mois à venir. Et c'est vrai que ça aussi, c'est en train de remonter. Donc, on voit bien qu'on a quand même une économie américaine qui est très perturbée par la situation. Comme l'ensemble de l'économie mondiale, je dois dire, puisque tout le monde se pose pas mal de questions sans avoir énormément de réponses, ou du moins des réponses qui changent quasiment tous les jours, comme vous le savez, avec une administration Trump qui reste toujours très agressive, même si le sentiment général, c'est que finalement, la situation, sans se normaliser, est probablement en train d'avancer vers, je dirais, des tarifs douaniers qui seront moins élevés que ce qui avait été annoncé précédemment. Et puis un gouvernement américain qui, comme vous le savez, a un peu changé son fusil d'épaule et est devenu moins agressif au fur et à mesure que les taux américains se sont tendus, puisqu'on a eu quand même, on y reviendra sur les taux américains, une séquence de tensions importantes sur les taux, 10 ans, 30 ans, et puis finalement qui a un peu permis à M. Bessent, qui est un peu le ministre des Finances américain, de reprendre la main d'une certaine façon sur Trump, et je dirais, et de lui mettre en avant les risques importants que faisait peser la remontée des taux américains, puisque la remontée des taux américains, c'est bien sûr un coût de la dette qui est plus élevé pour les États-Unis, et les États-Unis ont un déficit budgétaire qui est très important et un niveau d'endettement qui est relativement élevé, de l'ordre de 120%, et puis des tensions effectivement sur le coût des financements pour les entreprises, mais aussi bien sûr pour les ménages américains. Alors, si on poursuit justement, donc ici, on a une vision un peu marché. Donc, tu commences avec les actions mondiales, en fait. Oui, alors je voulais tout de suite passer sur une vision marché. Je crois que je vous avais déjà présenté ce tableau-là la dernière fois. Donc, c'est un écran Bloomberg. Comme ça vous permet de voir un peu à quoi ressemblent ces fameux écrans qui sont diffusés sur Bloomberg. Donc, vous avez toute une série d'indices. Vous les avez à gauche, indice américain, indice européen, mais pas simplement, indice asiatique. Et à droite, vous avez deux colonnes. Vous avez c'est des performances dites year-to-date. YTD, ça veut dire year-to-date. C'est les performances depuis le début de l'année. La colonne à l'extrême droite, c'est les performances en euros. La colonne juste à côté, c'est les performances en devises locales. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, je n'ai pas pris les performances du mois dernier, mais ça vient confirmer ce que je vous dis, c'est-à-dire que finalement l'Europe, depuis le début de l'année, s'en sort beaucoup mieux que les États-Unis. Du moins, les marchés européens ont des performances qui sont beaucoup plus élevées que les marchés américains. Que vous les regardiez en devise locale ou que vous les regardiez en euros. Et en euros, c'est particulièrement édifiant puisque vous voyez que le S&P 500, qui est l'indice de référence du marché américain, composé des 500 plus grosses valeurs, est en baisse en euros de l'ordre de plus de 11%, plus de 3% en dollars, alors que les indices européens, si je regarde le DAX, est en hausse de 15%, l'IBEX, qui est l'indice espagnol, est en hausse de quasiment 16%, l'Eurostoxx est en hausse de 5,95. Alors c'est vrai que le CAC 40 est un peu sous-performant aujourd'hui, et est en hausse simplement de 5,28, mais c'est bien sûr des performances qui sont bien plus élevées
que celle que l'on observe aux États-Unis. Je reviendrai sur les différentes raisons. Je pense qu'il y a bien sûr la Banque centrale européenne qui a une politique de baisse de taux et qui va continuer à baisser les taux dans les trimestres à venir, alors qu'on se pose beaucoup de questions sur l'attitude de la Fédérale Réserve qui aujourd'hui temporise en fait son mouvement ou l'accélération de son mouvement de baisse des taux parce que justement, M. Powell qui préside la Fédérale Réserve met en avant les problèmes de visibilité sur l'impact inflationniste, entre autres, de cette politique dite tarifaire, donc de hausse de droits de douane, et puis aussi la situation, bien sûr, sur les conséquences sur la structure de taux de la dette américaine, puisque vous savez que les banques centrales ne contrôlent que les taux courts, en fait, et que les taux longs sont des taux de marché. Alors, du côté des actions, tu rentres un peu plus en granularité, justement, donc avec les actions américaines, où tu indiques juste une illusion. Alors, voilà, c'est ce qui est quand même intéressant, même si je vous ai dit que les marchés américains étaient sous-performants par rapport aux marchés européens, c'est regardez un peu ce qui se passe depuis un an, glissant. Ça, c'est l'évolution donc du fameux S&P 500. C'est vrai qu'on s'est quand même pas mal éloigné des plus bas, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a toute une série de questions, mais finalement, je pense que le sentiment général du marché, c'est que depuis le 9 avril, il y a eu un revirement, c'est assez clair, avec finalement, je dirais, une administration américaine plus responsable qui est en train de reprendre la main, du moins je pense que c'est aussi des espoirs de la part du marché parce que l'histoire est encore en train de s'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un revirement le 9 avril, il y a une temporisation, comme vous le savez, pour 90 jours donc, de la mise en place de ces tarifs douaniers. Il y a une volonté de négociation pays par pays. On ne comprend pas bien ce qui se passe, mais enfin, on a l'impression quand même on devrait, les droits de douane, même s'ils vont probablement être de l'ordre de 10%, devraient être moins élevés. Et on parle même finalement d'une amélioration de la relation avec la Chine. Et donc tout ça a pour conséquence effectivement de faire rebondir le marché. Et finalement, la baisse que l'on avait connue lors de ce fameux Liberation Day, vous vous rappelez, le 2 avril, la journée des annonces, elle a été effacée par un rebond de marché. Donc ça, c'est l'indice américain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est aussi quand on regarde un peu en détail ce qui se passe depuis, alors là, c'est les performances des actions américaines depuis le 2 avril. Donc, vous voyez, la colonne qu'il faut regarder, c'est la colonne change, CHG, c'est le pourcentage de performance des différents titres depuis le bas du 2 avril. On voit qu'on a eu quand même des rebonds assez conséquents, mais je dirais avec des subtilités importantes. Microsoft rebondit de 14%, c'est à vendredi dernier. Microsoft rebondit de 14%, Apple perd 8%. Apple qui a un problème de production de ces téléphones, puisqu'ils en produisent quand même beaucoup en Chine, donc ils pourraient être très affectés par la modification des droits douaniers chinois, reste pénalisé. On a Nvidia qui rebondit marginalement, mais on a des très bonnes performances, par exemple, sur des dossiers comme Netflix, des dossiers comme Palantir, que vous connaissez peut-être moins, mais qui est une boîte de software aux États-Unis, donc de logiciels aux États-Unis, et puis des performances négatives, bien sûr, toujours. Sur un marché, il y a toujours des performances négatives et des performances positives. Mais on voit bien quand même que en grande partie, en fait, on est en train les marchés ont laissé derrière eux et ont repris, je dirais, une dynamique un peu plus optimiste. Alors Pierre me demande quel est le risque au bout de 90 jours. Oui. Le risque au bout des 90 jours, c'est que finalement, les droits douaniers qui avaient été évoqués soient maintenus. Je pense que c'est un risque qui est limité, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est ça le principal risque, et qui est un envenimement, en fait, de la situation, avec en réponse de droits douaniers élevés, des droits douaniers en contrepartie élevés pour les importations américaines dans les différents pays qui seraient concernés. C'est ça le risque. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même plus sur une asymétrie. Alors, il ne faudrait pas, effectivement, le risque, ce serait que le marché soit trop optimiste sur le résultat des 90 jours et finalement qu'il soit surpris en mal par, je dirais, par un certain nombre d'annonces et qu'au bout de 90 jours, on constate que finalement, les négociations sont mal passées avec la zone euro, l'Europe, pardon, les négociations soient mal passées avec le Japon, les négociations soient mal passées avec la Chine, etc. C'est ça le risque.
Sur les actions européennes, je dirais là aussi, enfin même réaction qu'aux États-Unis, amélioration de la visibilité, des craintes qui sont en train de se réduire. Et là, on a un marché effectivement qui rebondit au même titre. Donc ça, c'est l'indice européen. Et on est sur le Stoxx 600 à moins de 5% de son record en niveau de points du début d'année. Vous vous rappelez qu'on était au plus haut historique sur les indices européens avant les annonces de M. Trump. Et donc, effectivement, on voit bien finalement une bonne dynamique, mais je voulais montrer sur les performances depuis le début de l'année des marchés européens. Et ça, c'est une surprise, Pierre? Alors, c'est une surprise. C'est vrai que les marchés européens, généralement, nous habituent peu à avoir des bonnes performances quand les marchés américains ont des mauvaises performances. Donc, d'un certain point de vue, ça peut constituer une surprise. C'est pas tout à fait une surprise je pense qu'on l'avait dit la dernière fois, un environnement différent entre l'Europe et les États-Unis. Sur la zone euro, en tout cas, une banque centrale qui est quand même la grosse partie de l'économie européenne, une banque centrale qui est quand même très accommodante et qui continue à baisser les taux. Et du côté des États, un certain nombre d'interventions, et entre autres le plan d'infrastructure allemand, qui, bien évidemment, a des conséquences, je vous les ai montrées, très positives sur la croissance à attendre, pas tant en 2025, bien sûr, mais en 2026 et 2027 et probablement en 2028. Donc le principal moteur de l'économie européenne qui était à l'arrêt depuis plusieurs années, qui redémarre. Oui. Alors, tu poursuis éventuellement avec toujours les actions européennes, mais cette fois-ci. Oui, alors même exercice que celui que j'ai fait. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quand même une très forte concentration de la performance. C'est vrai que les indices peuvent être un peu trompeurs parfois. Vous voyez que finalement, si vous aviez du SAP, du Siemens Energy, du Rheinmetall, du L'Oréal, du Vinci, vous aviez 143% de la hausse. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'il y a une certaine concentration. Et c'est vrai que le constat qu'on peut faire aussi, c'est que il y a beaucoup de valeurs françaises sur le côté droit. Donc, et on l'a dit, le CAC 40 sous-performe par rapport aux indices allemands, entre autres. On a une différentiel de performance qui est relativement élevée. Donc, tout ça encourage, je dirais, à nouveau à avoir des territoires d'investissement relativement larges, plutôt investir sur l'Europe que sur la France. C'est ce qu'on fait à travers notre fonds Échiquier Major, qui est un fonds de grande valeur de qualité et qui profite bien sûr à plein de ce rebond. Mais vous voyez, à droite, on a Total, LVMH. Alors tout ça, c'est pour des raisons différentes. Deutsche Telekom, Airbus, Sanofi. On a beaucoup de valeurs françaises, alors qu'on trouve beaucoup de valeurs allemandes finalement. Alors vous allez me dire, il y a L'Oréal et Vinci. Je vais vous dire, bien évidemment, il y a Air Liquide, il y a AXA. Donc je dirais, tout n'est pas non plus catastrophique en France, mais on a quand même un marché qui pénalise pas mal certaines entreprises françaises. Alors, le luxe est pénalisé, bien sûr, parce que le luxe est très touché par la question des droits douaniers, quoique probablement pas tant que ça, parce que c'est des entreprises qui ont ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire elles peuvent remonter leur prix, en fait, au regard de l'augmentation des taxes pour finalement, enfin, elles ont les moyens, en fait, probablement de mieux passer cette période-là, mais on était sur des niveaux très élevés sur ces valeurs-là, donc elles ont beaucoup corrigé. Alors, slide suivant, Pierre, toujours sur les actions européennes et les contributions. Oui, alors ça, c'est un autre regard. Moi, on est là pour faire un point mensuel, donc je rentre un peu dans le détail, mais c'est sur l'Europe plus particulièrement. C'est ce qui se passe depuis le début de l'année avec un prisme sectoriel, en fait. Et donc, on voit comme d'habitude qu'il y a beaucoup de dispersion, c'est-à-dire, je dirais sans surprise, il y a des secteurs qui sont très positifs, des secteurs qui sont négatifs. Le grand gagnant, en fait, depuis le début de l'année, c'est le secteur bancaire qui continue à connaître une bonne dynamique. C'est vrai qu'on avait des valorisations qui étaient très faibles sur les banques européennes. On a un environnement finalement avec les mouvements sur les taux qu'on a connus qui a rendu, je dirais, la situation plus favorable, entre autres pour les banques du sud de l'Europe. Aujourd'hui, avec la baisse des taux de la BCE, c'est peut-être moins le cas. Je crois d'ailleurs que la banque quasiment la plus performante depuis le début de l'année, c'est une banque française, c'est Société Générale, qui était très peu chère. Deuxième meilleure performance, l'assurance. Troisième performance, les utilities, donc tous les concessionnaires de services publics. Quatrième meilleure performance, construction and material, donc tout ce qui est sur le secteur de la construction et les matériaux de construction. Je suis désolé, il y a beaucoup d'anglais sur mes slides, mais en fait, c'est du matériel. Bloomberg ne parle pas français, en fait. Il ne parle qu'anglais ou américain, donc on est obligé de
d'utiliser ça. Et puis, dans les secteurs qui déçoivent beaucoup, il y a le voyage, travel and leisure, toutes les activités de loisirs. Ce qui est un peu étonnant parce qu'on y reviendra, mais on observe quand même une forte baisse du prix des matières premières, entre autres du pétrole, ce qui est plutôt quelque chose de favorable pour les transporteurs aériens, entre autres, qui sont assez pondéreux dans ce secteur-là. Donc, peut-être le moment de s'y réintéresser. Alors, concernant justement donc, ton point de vue suivant, c'est sur les valeurs domestiques. Alors, avant, j'ai une question, enfin, j'ai une remarque, je vais reprendre de Oui. la part de Pierre qui me dit: «J'ai l'impression que les droits douaniers ont pris le pas sur l'impact du conflit ukrainien». Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, le sujet principal pour les marchés financiers, c'est beaucoup plus les droits douaniers que le conflit ukrainien. Ceci dit, le conflit ukrainien, il a son importance parce que, si vous voulez, si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, entre autres la mise en place de ce plan de dépenses accélérées. Il y a un énorme volet sur les dépenses de défense. Donc, mais c'est bien sûr, enfin, je dirais, le conflit ukrainien d'une certaine façon et la pression que met l'administration Trump aussi sur une plus forte contribution de la part des États de l'OTAN aux dépenses de défense a bien sûr un impact qui est important. J'ai une autre question qui est quid du secteur pétrolier Total et Vallourec. Il souffre bien sûr puisque les prix du pétrole baissent, mais je pense que c'est des sociétés, alors Total, une société très solide, un acteur très important de son secteur, et je pense qu'il y a probablement sur le long terme une opportunité qui me paraît pertinente. Et Vallourec, c'est une société qui s'est beaucoup transformée. Vous avez raison de le faire remarquer, qui s'est désendettée. Et bon, c'est un dossier qu'on est. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans le détail dans les dossiers, mais probablement sur lesquels il faut avoir aussi une opinion positive. Alors, peut-être je reviens sur le tableau que tu présentes, Imen, pour dire que à nouveau, on reste en Europe, et en fait, on voit quand même, je vous ai dit, il y a eu pas mal de différenciation de performance, on l'a vu. Et c'est vrai que le marché s'est beaucoup concentré sur les valeurs domestiques européennes. C'est-à-dire que finalement, dans le marché, ce qui a été le plus pénalisé, c'est les valeurs exportatrices. On l'a vu, le luxe. C'est les valeurs donc, qui sont exportatrices aux États-Unis, qui sont les plus touchées. En contrepartie, les valeurs très européennes, finalement moins affectées par la politique tarifaire directement, parce que, encore une fois, on parle quand même d'un ralentissement des attentes de croissance mondiale. Donc, tout ça impacte quand même l'activité européenne, probablement, sont celles qui performent le mieux depuis ce fameux 2 avril. Moi, je voulais juste parler un tout petit peu de valorisation parce que on a vu, le marché a quand même un peu rebondi. Après avoir baissé, bien sûr, là où est-ce qu'on en est des valorisations? À gauche, vous avez ce qu'on appelle le PE Forward, FWD, ça veut dire Forward. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le PE. Donc, le PE, c'est la valorisation, d'accord, on en a parlé la dernière fois. C'est le prix divisé par le résultat. On peut le faire sur un titre, on peut le faire sur un indice. C'est, dans le cas d'espèces, c'est sur un indice qui est très général en Europe, composé de 600 titres. Le forward, ce n'est pas le PE historique, c'est le PE estimé. C'est-à-dire, c'est quel est le prix, le multiple que l'on paie aujourd'hui sur le marché par rapport aux résultats attendus dans 12 mois. Donc, c'est une projection, mais c'est une projection assez informée, en fait, puisque dans 12 mois, on a quand même si les entreprises aujourd'hui sont beaucoup moins bavardes sur, je dirais, leurs perspectives, elles sont prudentes. En tout cas, les analystes financiers continuent à faire des prévisions. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 13,8 fois, donc on n'est pas au plus bas récent. On était plus bas au début de l'année 2023 sur les actions européennes. On est au milieu du gué, c'est-à-dire on n'est pas sur des marchés chers, on n'est pas sur des marchés qui ne sont pas chers. Je rappelle toujours quand même que les points bas que vous avez sur ces graphiques, qui paraissent a posteriori de belles opportunités, c'est les moments où, je dirais, la peur est à son maximum. Et je rappelle toujours cette règle, c'est-à-dire que finalement, il faut acheter, même si c'est très compliqué quand les marchés ont très peur. Ça s'est revérifié encore avec ces journées du 2, 3, 4 avril, où finalement on avait des volatilités qui étaient très élevées, on avait des baisses qui étaient très importantes. Voilà.
Donc valorisation qui est au milieu du guet, pas d'inquiétude sur la valorisation. Valorisation qui reste toujours, je n'ai pas mis les chiffres sur les États-Unis, mais qui reste toujours beaucoup plus attractive sur l'Europe que sur les États-Unis. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle Market Implied ERP, je suis désolé pour le jargon. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle une prime de risque, hein, c'est-à-dire que finalement, c'est l'inverse du PE. Donc c'est le surcroît de rémunération que vous avez pour acheter des actions par rapport à des obligations. Et aujourd'hui, elle est à des niveaux aussi, si on regarde depuis 90, hein, on est un peu au milieu du guet. Hein. C'est vrai qu'on a eu des périodes où on était mieux rémunéré, mais on est dans un environnement de taux un peu spécial. Donc, je dirais, il n'y a pas d'inquiétude non plus là-dessus, ça devrait tenir. Alors, si on avance, donc là, tu vas parler des taux. Oui, alors j'ai beaucoup parlé d'actions, donc c'est pas mal aussi de parler des taux. Alors on a beaucoup parlé de taux. Hein. Je dirais, on reviendra peut-être, on peut regarder tout de suite le graphique la page qui suit. Ce sera plus clair. C'est sur cette page qui suit. Ouais, j'ai donc d'un côté les taux américains à 10 ans, à gauche, l'évolution des taux américains depuis le début de l'année. Et à droite, j'ai l'évolution des taux allemands. Alors, je ne présente pas volontairement les taux français parce que la référence, en fait, hein, sur la zone euro, en matière de taux payés par les pays, c'est l'Allemagne, hein, qui est le meilleur risque sur la zone euro. Vous voyez un peu ce qui s'est passé sur les taux américains. Ils se sont beaucoup tendus après les annonces de Trump. On a atteint un niveau de 4,50 sur les taux à 10 ans US. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que c'était une sorte de niveau qui avait finalement justifié l'inversion de politique, ou du moins un discours peut-être plus prudent, les 90 jours, etc., de la part de l'administration Trump, parce que je vous l'ai dit, finalement, c'est à ce prix-là que se finance la dette de l'État américain, et donc toute tension renchérit de façon importante. Alors, ils étaient plus élevés au début de l'année, il faut le reconnaître, parce qu'il y avait des risques inflationnistes élevés au début de l'année. Ils sont fortement remontés. Ils sont toujours à des niveaux relativement élevés. On n'a pas du tout eu la même réaction sur les taux allemands. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Il y a eu un dérapage important. Hein. On a suivi finalement la remontée des taux américains parce qu'il y a toujours un arbitrage entre les deux zones sur le prix de la rémunération, mais ils ont fortement baissé du côté allemand et donc du côté de la zone euro. Donc, on est dans un environnement qui est de ce point de vue-là plus favorable sur la zone euro. Donc, ça a pas mal retendu sur les États-Unis, beaucoup moins sur la zone euro. Alors, au-delà des actions et au-delà justement donc, des taux, tu vas nous parler des devises et des matières premières. Oui, parce que ça, c'est un sujet qui est très important sur ce qui s'est passé le mois dernier ou ce qui s'est passé depuis la séquence donc, du mois d'avril. Et il y a eu beaucoup de choses. On a parlé des actions, on a parlé des taux, mais il ne faut pas oublier de parler aussi de la devise, parce que le dollar a énormément bougé. On l'a vu quand je vous ai montré les performances des marchés européens comparés aux marchés américains. On voyait bien finalement que la performance des marchés américains en euros, puisque nous sommes des investisseurs, notre épargne est en euros, nos dépenses futures sont en euros. La performance a été très médiocre. Pourquoi? Parce que finalement, le dollar s'était beaucoup affaibli. C'est une des questions. C'est une question qui reste, parce qu'on sait qu'un des volets de la politique de l'administration Trump et du président Trump, c'est de faire baisser le dollar pour rendre plus compétitifs les États-Unis. Il a pas mal baissé, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est autour de 1,13, 1,14, on a pu voir quasiment 1,15. Qu'est-ce qu'il va devenir? Comment il va évoluer? C'est une des grosses questions du marché. Nous, on a plutôt tendance à penser qu'il devrait rester à peu près dans ces niveaux-là, autour de 1,10, 1,15. Mais je dirais, il faut être prudent que sur les mouvements du dollar. C'est une des grosses questions aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que c'est une opportunité d'acheter des actifs dollars aujourd'hui ou est-ce que c'est plutôt un risque? Pour beaucoup d'analystes, en tout cas, ça reste un risque. Sur les matières premières, donc du coup, justement, donc, de l'ensemble de la classe d'actifs. Oui, alors ça, c'est un des points positifs de la crise récente. Je dirais, on a parlé beaucoup de points négatifs. C'est que les matières premières ont pas mal baissé. Alors, en haut, je vous ai mis un indice qui s'appelle le CRB.
C'est un indice que j'aime bien suivre parce que c'est un indice synthétique en fait de tout un panier de matières premières. Donc, encore une fois, c'est une représentation graphique à partir d'un métrique, en tout cas, qui est très regardé. Et on voit bien que finalement, après les points hauts qu'on avait connus en février, le prix en fait de ce panier de matières premières a pas mal baissé, hein. Alors, il n'a pas baissé de façon extrême, on n'est pas revenu sur les niveaux du mois de septembre, mais il a pas mal baissé. Et il a pas mal baissé parce qu'entre autres, les matières premières énergétiques ont été sous pression. Là aussi, je dirais, deuxième succès peut-être pour M. Trump, hein, qui avait aussi la volonté de faire baisser les prix du pétrole. Il est arrivé à faire baisser les prix du pétrole. Vous voyez que sur un mois, ils ont baissé de l'ordre de plus de 7%. Depuis le début de l'année, on est sur des baisses qui sont supérieures à 20%. Si on regarde sur 12 mois glissants, sur des baisses quasiment de 30%, donc avec une accélération récente de la baisse des prix du pétrole. Donc plutôt un succès. C'est vrai qu'il est très sensible, je dirais, enfin, il semblerait que les ménages américains qui roulent beaucoup soient très très sensibles au prix à la pompe et c'était un de ses projets. Donc là, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Alors il a été pas mal aidé, bien sûr, par des décisions, entre autres, de l'Arabie Saoudite, hein, qui a décidé d'ouvrir ses robinets de façon plus importante et qui l'a annoncé, ce qui a provoqué peut-être aussi une accélération de cette baisse. Après, est-ce qu'ils peuvent beaucoup plus baisser que ça? On ne sait pas trop. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que s'ils baissent trop, ça devient beaucoup moins rentable ou plus du tout rentable pour les acteurs américains de produire du pétrole de schiste ou du gaz de schiste. Et donc, c'est aussi probablement un paramètre qu'il faut prendre en compte, hein, puisque ça déplairait beaucoup à son électorat, entre autres texan. Alors, autre justement donc valeur phare, c'est l'or. Oui, je voulais en parler parce que j'ai généralement pas mal de questions sur l'or. Alors c'est vrai qu'on voit que le grand bénéficiaire de cette période-là, en fait, ça a été l'or. À gauche, vous avez l'évolution du prix de l'or depuis 10 ans. Vous voyez que depuis 10 ans, en fait, on a là un actif qui performe extrêmement bien. Il y a plusieurs raisons. La principale, alors bon, c'est un actif aussi quand les marchés sont prudents, quand les marchés sont soucieux, c'est ce qu'on appelle un actif refuge. Il a un énorme défaut, il ne vous verse pas de dividendes, hein. Mais c'est vrai qu'il a bénéficié, entre autres, d'achats importants de la part des banques centrales non alignées, hein, qui ont voulu limiter ou réduire leur montant de réserve en actifs libellés en dollars, hein, puisqu'ils craignent effectivement différentes interventions de la part du gouvernement américain sur les actifs dollars. Donc, le grand bénéficiaire. Ceci étant dit, j'ai voulu aussi rajouter ce petit graphique à droite qui, en fait, le prix de l'or ajusté de l'inflation. Alors, c'est sur les États-Unis, hein, mais bon, je pense que ça donne quasiment la même chose si on regarde sur l'Europe depuis 1980. Et on voit que on est sur des niveaux très élevés et que la dernière fois qu'on a dépassé, on était sur ces niveaux-là, c'était en 1980 et il a fallu en ajuster de l'inflation, attendre 30 ans, hein, quasiment pour retrouver des niveaux comparables. Donc je dirais, c'est un très bon actif, mais c'est comme tous les actifs, hein, c'est un rythme, c'est une cyclicité. Et historiquement, en tout cas, c'est pas forcément été l'actif le plus rentable, hein. Donc, je dirais acheter plutôt des actions que de l'or. Enfin, ta dernière slide concerne justement la synthèse de l'ensemble de tes propos. Oui, alors j'ai voulu faire une petite synthèse. Enfin voilà, je pense que je peux lire 2-3 choses, mais je dirais que le constat qu'on fait, c'est que depuis les annonces finalement, après une période de tension et de consolidation élevée sur les marchés actions, on observe un rebond en tout cas, hein. On a eu des semaines de hausse, trois semaines consécutives de hausse en Europe, 2 semaines aux États-Unis. Donc, on a un peu l'impression que les anticipations de croissance, finalement, alors les anticipations de croissance ont été revues à la baisse, les bénéfices par action des entreprises, dans une certaine mesure, ont été revus à la baisse. Tout ça n'empêche pas finalement le marché de se focaliser sur l'avenir et faire d'une certaine façon le pari d'une normalisation rapide des relations économiques, hein. Et ce que constate le marché, c'est que finalement, Trump est plutôt sous pression. Je dirais les gens sérieux ont repris un peu la main.
La Fédérale Réserve dit bien qu'il y a un risque inflationniste élevé. Monsieur Bessent, qui est donc le responsable des finances américaines, semble avoir convaincu Monsieur Trump que peut-être il fallait temporiser un certain nombre de ces projets un peu farfelus, hein, parce que vous le savez, le calcul des nouveaux tarifs douaniers était relativement farfelu. En macroéconomie, en tout cas, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir le 4 juillet. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, mais après le 4 juillet, donc la fin des 90 jours, on verra plus clair sur les droits douaniers. Et après, probablement, l'administration américaine devrait acter le deuxième volet de son programme, c'est-à-dire des baisses d'impôts et de la déréglementation, ce qui pourrait constituer des bonnes surprises, mais je pense qu'il faut être prudent en tout cas sur ce scénario-là. Voilà. Là, il y a toute une série de récessions ou pas récessions. C'est vrai que pour l'instant, même si je vous l'ai montré, le risque de récession augmente, c'est vrai que les derniers chiffres ont plutôt, les dernières statistiques américaines n'ont pas été si mauvaises, même si encore une fois, elles étaient attendues, on l'a vu sur l'indice de surprise. Voilà. Bon, et puis il y a les questions géopolitiques aussi qui restent entières. On voit Inde, Pakistan, enfin, bon, c'est loin de l'Europe et des États-Unis, mais enfin, c'est pas non plus à négliger. L'Iran, un accord avec l'Iran, conséquence de l'accord avec l'Iran, à voir. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que les prix du pétrole baissent un peu, c'est-à-dire que finalement les Saoudiens veulent pas offrir aux Iraniens une réouverture de leurs exportations pétrolières dans des conditions de prix qui seraient très avantageuses pour l'Iran. Enfin, à voir. Voilà, mais en deux mots, on a déjà pas mal rebondi. Je pense qu'il faut le constater. Je pense qu'on a un certain nombre de semaines maintenant qui nous séparent donc du 4 juillet, qui sera donc l'échéance, même si peut-être le 9 juillet, de ces 90 jours, donc à voir ce qui va se passer. Bon, je pense qu'il faut rester investi. Je pense que la séquence récente, en tout cas, vient de prouver à nouveau qu'il ne faut pas s'affoler. Je pense que la séquence récente, elle vient de prouver à nouveau que finalement, c'est quand un investisseur de long terme qu'on tient ses positions finalement, que finalement on construit cette hypothèse de performance, ou du moins on a cette hypothèse de performance, parce que bon, on peut sortir bien, on rachète pas, enfin, etc., etc. Nous, en tout cas, dans cet environnement-là, on vous recommande très clairement de continuer à rester positionné sur des fonds actions européennes, grande valeur de qualité. Donc, je vous ai parlé d'échiquier major. Il y a une optionnalité qui reste intéressante toujours, même si on n'ose plus trop en parler parce que ça fait longtemps qu'on l'évoque, sur les petites et moyennes valeurs européennes. Et là, nous, on a une stratégie qui nous paraît très pertinente qui s'appelle échiquier Agénor. C'est très en retard. Les valorisations sont très faibles. On a vu finalement que l'environnement domestique européen était probablement en train de s'améliorer, entre autres grâce aux Allemands. Voilà. Et puis à l'international, toujours faire confiance à des très grosses valeurs, des valeurs qui savent capter en fait et manœuvrer dans cet environnement. Elles l'ont prouvé parce qu'elles sont internationales, elles sont sur de très nombreux pays, elles ont des équipes très structurées, elles ont des moyens financiers très élevés. Et là, c'est ce sur quoi on investit dans notre fonds qui s'appelle World Equity Growth. Et pour faire écho éventuellement à une des premières questions qui a été posée sur le secteur de la défense, vous avez notamment un fonds justement donc qui est Space et qui est Échiquier Space et qui justement donc a un focus assez particulier sur ce secteur sur ce secteur. C'est tout à fait juste, Imen, je te remercie de le rappeler. 40% à peu près des titres ou de l'exposition de ce fonds-là est sur des valeurs ou sur des sociétés qui ont une exposition à la défense et donc à la dynamique budgétaire de ce secteur. D'accord. Alors, Esteban demande, vous anticipez une reprise de l'économie allemande? Oui, tout à fait. C'est ce que je montrais au début. Hein. On est d'accord avec les estimations que je vous ai partagées, c'est-à-dire qu'on plus de 1% de croissance après des années à zéro sur l'Allemagne attendue en 2026-2027. Peut-être une question sur sectorielle. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous évitez, Pierre, actuellement, du coup?
C'est une bonne question. Je dirais, la réponse est complexe parce qu'on a de multiples stratégies au sein de notre entreprise. Donc, certains secteurs, on va les éviter sur certaines stratégies. On va les privilégier sur d'autres, hein. Donc, je dirais, il y a certains secteurs qui vont être complètement absents de nos fonds de croissance. Alors après, on a pas mal de fonds qui ont des des définitions ISR, hein, donc ça nous oblige à avoir des secteurs sur lesquels on ne peut pas investir. Voilà. Mais ça dépend, enfin, il faudrait rentrer dans le détail, c'est une réponse complexe. Il n'y a pas, en tant que tel, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les secteurs, c'est surtout les entreprises. Hein, donc, on fait peu de gestion, on fait pas de gestion indicielle. Hein, donc, il n'y a pas de. Si une entreprise est pas chère, si elle est de qualité, si elle a un scénario qui nous semble pertinent et mal valorisé par les marchés, il nous intéresse. Echiquier Space est à la fois investi sur les valeurs européennes et américaines, hein, tu confirmes? Alors, ouais, oui, mais beaucoup plus sur des valeurs américaines que On est sur des valeurs d'accord, mais européennes, sur les même deux. s'il y a des valeurs européennes dans Echiquier Space, bien entendu. Une question sur les dividendes. Quid des valeurs dividendes ou valeurs de rendement en France? Y a-t-il un risque de taxation en hausse des entreprises pour combler le déficit ou la dette? Alors, le risque de taxation en France, c'est un risque perpétuel, surtout dans un environnement tel qu'il est. Vous avez vu qu'il y a une petite taxation maintenant pour les programmes de rachat d'actions. Je pense que la France ne peut pas non plus prendre des décisions complètement aberrantes par rapport à l'environnement international parce que, en fait, toutes ces décisions qui peuvent paraître anodines aux gens qui les prennent ou très judicieuses aux gens qui en font la promotion, en fait, elles désavantagent énormément le marché français, les entreprises françaises, l'accès au marché des capitaux et finalement, n'oublions pas que c'est les entreprises qui créent la richesse. Hein, donc, je dirais, je pense elles sont, par définition, elles peuvent exister, mais elles seront forcément très limitées dans leur, Ampleur, en fait. ouais, dans leur mesure, enfin, Ouais, dimension. Mmh. entendu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te laisse le mot de la fin, Pierre. Bah, écoutez, voilà, l'objectif était de faire un point mensuel, donc je pense qu'on a couvert beaucoup de choses, Imen, hein. On a parlé d'actions, on a parlé d'obligations, on a parlé de matières premières, on a parlé de devises, donc je pense qu'on a fait un tour d'horizon. Bien sûr, beaucoup sur les États-Unis et l'Europe, hein. On ne peut pas parler du monde entier dans le temps qui nous est imparti. Je pense encore une fois, moi je réitère mon message, marché action, il y a de la volatilité. Mais je dirais sur la durée, il n'y a pas de doute que finalement, c'est les entreprises qui sont le plus à même de faire face à des périodes inflationnistes, faire face à des périodes de changement, faire face. Alors sur le court terme, elles peuvent connaître des problèmes, mais sur le long terme, je dirais, c'est généralement des très bons investissements. Voilà. Donc, et moi, je réitère ma confiance dans les actions, dans l'investissement en actions et dans la vision de l'investissement sur le long terme. C'est entendu. Donc dans ce cas-là, deux précisions avant de se quitter. La première, c'est que effectivement, donc il y a un replay qui sera disponible systématiquement, concernant ces sessions de webinaire avec Pierre. Et la deuxième chose, c'est que n'hésitez absolument pas à formuler vos commentaires en lien avec ce replay. Vous avez justement cette possibilité sur notre chaîne YouTube de poster vos remarques ou vos commentaires. Donc n'hésitez absolument pas, même éventuellement vos éventuelles questions pour les sessions à venir. Donc, on s'efforcera éventuellement de les prendre en considération. Merci énormément encore une fois pour ton éclairage et puis merci pour votre participation à tous. Je vous retrouve donc le mois prochain avec Pierre pour une nouvelle session. Au revoir et très très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.